Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture, dernier update lecture dans lequel je vais vous parler de mes lectures de février et attendez je vérifie, oui c'est ça, premier update dans lequel je vais vous parler de ma lecture du mois de mars. Il est temps, mais comme je vous l'ai dit dans le dernier update lecture déjà, il me semble, j'ai beaucoup moins lu en mars qu'en février, donc je vais rattraper mon retard assez rapidement. Logiquement dans le prochain update j'aurai quasiment rattrapé mon retard et j'aurai quasiment fini de vous parler de mes lectures du mois de mars, a priori. Donc ça devrait aller, mais en attendant, là à l'heure où je filme cette vidéo, j'avoue que le premier livre, ça fait un moment que je l'ai lu pour moi. Et bah oui, du coup comme mon rythme de lecture a ralenti sur le mois de mars, forcément ça fait longtemps que j'ai lu le premier livre, même pour moi à l'heure où je filme cette vidéo. Mais écoutez, je vais essayer de rassembler mes souvenirs et on y va. Le premier livre du jour dans cet update, c'est Hugo la Chance, autrement dit le tome 3 des Aventuriers du Très Très Loin, écrit par Paul Stewart et Chris Riddle. J'aime beaucoup Chris Riddle et j'adore cette collection de petits livres en hardback. C'est chez Milan, il me semble. Ouais, je sais, je dis jamais la maison d'édition. C'est ça, c'est Milan, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le dire parce que vraiment, j'adore ces objets livres. Je les trouve absolument magnifique. Mon seul regret, c'est que les couleurs des couvertures ne se retrouvent pas sur les dos. Du coup, je peux pas réellement m'éclater avec les dos dans mes bibliothèques par couleur, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Bref, dans cette saga, en fait, on suit un héros ou une héroïne par tome et il n'y a pas vraiment de lien. En fait, ça pourrait être des one-shots, vraiment. Tu peux les lire dans l'ordre que tu veux. Vraiment, alors oui, il y a quelques petites rêves qui sont faites ici, notamment à ce qui s'est passé dans le tome 1. Il y a quelques noms cités que tu connais ça te renvoie à des souvenirs en fait, enfin des choses qui se sont passées dans le tome 1 et dans le tome 2, je suis pas sûre, mais dans le tome 1 sûr, si tu l'as lu, mais honnêtement, si tu l'as pas lu, c'est pas grave, franchement c'est pas grave du tout, c'est pas du tout la suite de l'aventure, c'est vraiment une nouvelle aventure par tome. C'est le genre de saga que j'aime le moins, à part pour les romances. En romance ça me gêne pas, en romance même j'aime bien avoir un couple par tome, vous voyez, mais dans des séries comme ça, jeunesse, fantastique, etc., bah, j'aime bien quand ça se suit en fait, et là c'est pas le cas, enfin c'est ce que je préfère quand ça se suit. Si c'est pas le cas, c'est pas ce que je préfère du coup, mais c'est pas dramatique et en fait mon cerveau passe son temps à essayer de comprendre pourquoi c'est le tome 3, en quoi c'est le tome 3 de la saga, qu'est-ce qu'il a en lien avec les autres, etc. Jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre que bah, en fait il n'y a pas vraiment de lien et c'est juste une nouvelle histoire, mais vous voyez, ça me perturbe un peu en fait au début. En tout cas ici on suit donc Hugo la Chance, qui est un petit garçon qui a été plus ou moins abandonné à la naissance. Ouais, je sais, c'est bizarre de dire plus ou moins abandonné à la naissance, mais en fait, en gros, ses parents sont partis dans le Grand Nord avec lui sur un traîneau, etc. Et ils ont été attaqués par des bêtes. Et lui a survécu miraculeusement et a été retrouvé par des gens qui vivent dans ces montagnes, dans cette espèce de Grand Nord. Et il a été élevé par ces gens, voilà, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il a été donc plus ou moins adopté, plus ou moins toujours, et qu'il veuille aller là où vivaient ses parents et rencontrer les gens que côtoyaient ses parents. Et quelque part, enfin, lui il a pas ça en tête, mais quand il arrive il se rend compte que du coup bah ça fait ça, tu vois, donner des nouvelles, tu vois, expliquer ce qui s'est passé, etc. aux gens qui connaissaient ses parents et qui ont pas eu de nouvelles et qui savent même pas que lui il est toujours vivant. Et donc voilà, il va retourner dans cette ville, je sais plus comment elle s'appelle, hein, ça fait un peu longtemps que j'ai lu ce bouquin, comme je le disais. Voilà, du coup il va retourner dans cette ville, découvrir tout un nouveau mode de vie par rapport à ce que lui il a toujours connu, rencontrer des gens que ses parents ont connus, qui vont lui parler de sa mère, de son père, etc. etc. Et en fait, l'histoire est racontée pas que de son point de vue à lui, on a plein de petites histoires, plein de personnages qui nous sont présentés au début et on comprend pas trop quel est le lien entre ces personnages. En fait c'est ça, il y a presque deux parties dans le bouquin. Dans la première on te présente plusieurs histoires de plusieurs personnages. Et dans la deuxième, on va te donner le lien entre toutes ces histoires-là et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que j'ai préféré ce tome 3 au tome 2. Le tome 2 c'est Zoé Zéphyr et le tome 1 c'est Fergus Bonheur. Fergus Bonheur j'avais bien aimé, Zoé Zéphyr honnêtement j'en ai quasiment pas de souvenir. Là je peux pas vous donner l'histoire du tome 2 parce que je sais plus. Mais ouais, j'ai bien aimé le tome 3 au final. Comme dans tous les Chris Riddle, on a des petites illustrations comme ça. Vraiment à chaque page. Je pense que pour trouver une page où il n'y a pas d'illustration, c'est compliqué. Vraiment, il y en a quasiment à chaque page. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y a des petits
Voilà, c'est vraiment des livres que j'adore cette collection. Je sais même pas s'il y a un tome 4 à cette saga, mais écoutez, pourquoi pas. Et aussi, je viens de voir passer des illustrations et ça me rappelle. Oh, j'ai laissé mon marque-page dedans, c'est un marque-page hivernal, voilà, je vous le montre. Je sais pas pourquoi il est toujours là, mais écoutez, je le sors. Bref, et aussi dans cette histoire, on a un peu un grand méchant qui est là et qui m'a très fortement rappelé le méchant qu'il y a dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est ça le titre exact de la saga de Lemony Snicket. Vraiment, le méchant est construit un petit peu de la même manière et c'est... en fait, c'est un méchant de jeunesse parfait, c'est trop cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai juste eu un peu de mal au début à mettre mon cerveau sur pause pour qu'il arrête d'essayer de comprendre le lien avec les tomes d'avant parce qu'il n'y en a quasiment pas. Mais franchement, j'ai trouvé ça très chouette. J'adore Chris Riddle, j'adore ses bouquins. Et encore une fois, on est sur des livres que j'aurais adoré lire quand j'avais 10-11 ans. Vraiment, franchement, je me serais éclatée avec ça. Bon, je m'éclate toujours pareil avec. Enfin, je m'éclate aussi à 30 ans, tu vois. Mais ouais, à 10-11 ans, franchement, ça aurait été trop cool. Mais bon, j'ai pas lu ça quand j'avais 10-11 ans. Je l'ai lu aujourd'hui, c'est déjà bien. Et ensuite, le dernier livre donc que j'ai lu au mois de février, c'est Famous Love, le tome 3, Will de Rachel Van Dicken, et c'est le tome que j'ai le moins aimé de la saga. Donc c'est une trilogie dans laquelle en gros on rencontre des hommes connus. Donc il me semble que dans le tome 1 il est acteur, dans le tome 2 il est chanteur, musicien, auteur, compositeur, interprète, etc. Enfin il est assez... il fait pas mal de trucs. Et ici de nouveau il est acteur, et en gros dans chaque tome ils vont... c'est des romances quoi. Rencontrer des femmes, c'est des romances. Voilà, j'ai adoré, j'ai beaucoup, non, en fait j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, c'est mon préféré de la saga, vraiment j'ai trop aimé Zane. Donc Zane c'est le personnage du tome 2 et c'est le titre du tome 2. Et ici c'est le tome que j'ai le moins aimé, parce que en fait c'est un trope de romance que j'aime pas vraiment, je l'ai dit en vlog il me semble. En fait, quand on rencontre les deux personnages ici, donc Will et, comment elle s'appelle, Angelica. En plus Angelica, moi ça me rappelle les Raz Moquettes, enfin je sais pas vous, mais vraiment Angelica, moi je veux, enfin c'est très compliqué, enfin bon bref. Donc Will et Angelica, en fait le truc c'est qu'ils se sont déjà rencontrés. Donc en fait Will, ah non il est pas acteur, je raconte des conneries, il est agent. Avant il était chanteur, il était leader d'un groupe de pop à peu près je crois, d'un boys band en fait. Et puis il a arrêté le groupe et maintenant il est agent, donc il est notamment l'agent des deux personnages qu'on a rencontrés dans les tomes 1 et 2 et d'autres acteurs, d'autres chanteurs, etc. Bref, et donc en fait quand il était chanteur, c'est bien maintenant quand j'étais chanteur dans la tête, super. Bref, quand il était chanteur, il a rencontré Angelica. Ils ont eu une histoire tous les deux et puis c'est parti un petit peu en couille, on va dire. Et ils se sont séparés. Mais genre, c'est le genre de séparation, pas en mode bon, on arrête, ça suffit maintenant, on est d'accord, on est content, chacun repart de son côté. Non, c'est le genre de séparation qui brise les cœurs et qui fait un petit peu, qui détruit un petit peu tout, tu vois. Et donc, ils se retrouvent au début de ce tome 3 parce que Will a accepté de devenir l'agent d'Angelica. C'est Angelica, c'est bizarre qu'elle s'appelle Angelica, Bref, il a accepté de devenir son agent parce que elle a eu un peu de mal dans sa carrière, etc. Et aujourd'hui, quasiment plus personne ne veut travailler avec elle. Alors qu'il la déteste, me demandez pas pourquoi, il accepte de devenir son agent. En fait, déjà, c'est bancal au début. Enfin, la raison pour laquelle il se retrouve, c'est un peu bancal. Parce que vraiment, dans les premières pages, il la hait à tel point que, comme le livre commence dans son cerveau à lui, de son point de vue à lui, pardon, quand on rencontre nous, Angelica, et qu'on est dans sa tête à elle, on est en mode ouais mais c'est une connasse en fait, parce que on nous l'a présenté du point de vue de son ex qui la hait, tu vois. Donc c'est un peu bizarre au début, et je comprends pas trop pourquoi il accepte de l'aider vu comment il la déteste, tu vois. Mais bref, soit. Et donc c'est ça qu'on va suivre, leur espèce de retrouvailles. Et moi j'aime pas. En fait j'aime pas quand je commence une histoire et que les personnages se connaissent avant que moi j'arrive dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça me perturbe parce que il y a plein de choses que je connais pas, il y a plein de choses que les personnages disent pas et que eux ils savent, et ça m'agace. De pas savoir, ça m'agace. Donc c'est pas un trope de romance que j'aime bien. On est dans du Rachel Van Dicken, donc ça se lit quand même extrêmement bien, extrêmement vite. Il y a quelques trucs qui vont pas trop bien, il y a notamment des événements qui se passent à la fin où ça aurait pu être mis en place bien plus tôt dans le bouquin, parce que là c'est un peu précipité sur la fin. En gros c'est un peu, ah au fait il s'est passé ça. C'est exactement ce que je disais, tu vois, eux ils étaient au courant mais nous non. C'est un peu, ah au fait il s'est passé ça, et pif paf fouf, bah du coup c'est réglé. Pourquoi nous le dire en fait? Si en 2 pages tu nous le dis et tu le règles,
bah le fais pas en fait. Ou mets-le en place bien avant et règle-le après, tu vois, mais je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Voilà, c'est vraiment le tome que j'ai le moins aimé, après je l'ai lu en entier. Et ça reste du Rachel Van Dicken que j'aime beaucoup. Aussi, le fait qu'il arrive, du coup ce tome-là, juste après le tome 2 que j'ai absolument surkiffé, ça fait un espèce de déséquilibre. Et en fait, quand j'ai commencé ce tome-là, déjà de base, parce que c'est un Rachel Van Dicken et que j'aime beaucoup Rachel Van Dicken, je m'attends à aimer, tu vois, je suis habituée à lire du Rachel Van Dicken et j'aime bien, tu vois. Mais là, après avoir lu Zane, franchement, je m'attendais à un tome 3 encore mieux, tu vois. Et c'est pas le cas du coup. C'est pas grave, en soi, j'ai quand même réussi à le terminer, à le lire en entier, etc. Ce qui est déjà pas mal, hein, puisque j'aurais pu l'abandonner en vrai. Mais en vrai, ça se lit tellement bien que, que j'ai même pas pensé à l'abandonner, vous voyez. Mais clairement, c'est pas le meilleur de l'autrice, c'est pas le meilleur de la saga. Voilà, c'était sympa, mais Rachel Van Dicken a écrit mieux. Et donc, on en arrive au mois de mars. Enfin, mes lectures de mars. Et on va commencer avec un échec qui était prévisible, mais que je sais pas pourquoi j'ai quand même voulu tenter. Je tente des trucs dans la vie, c'est comme ça. Donc c'est Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stolarz. Je sais, je l'ai dit plusieurs fois en vlog, je ne sais pas pourquoi ce livre m'attirait. Je l'ai acheté sur un site d'occasion, comme beaucoup de livres que j'achète. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu le titre, je sais pas pourquoi, ce livre m'appelait. Avec pourtant cette petite voix au fond de mon cerveau qui me disait « Ouais, c'est du young adulte, peut-être c'est pas la peine de le lire ». Mais j'avais quand même envie d'y aller. Je sais pas pourquoi. Donc, je l'ai commencé. Et effectivement, c'est compliqué. J'ai lu 45 pages. Honnêtement, j'aurais pu avancer, j'aurais pu continuer. Mais j'ai pas eu envie. Tout simplement. On va y rencontrer Camélia, qui, au tout début, t'explique qu'il y a quelques semaines, quelques mois, elle a failli mourir sur le parking du lycée. Il y a une voiture qui a foncé et elle se trouvait être sur son chemin à cette voiture et tétanisée par la peur, elle n'a pas bougé, du coup elle a manqué de se faire écraser, manqué parce que Ben est sorti de nulle part à ce moment-là, il l'a poussé, il l'a sauvé et puis il s'est barré. Voilà, il t'explique ça. Et puis ensuite tu la retrouves à la rentrée suivante, il me semble qu'elle rentre en... ce qui équivaut à la première pour nous, donc l'année juste avant son bac, en gros. Voilà, donc elle rentre, elle t'explique sa petite vie au lycée, etc., etc. Et elle va retrouver Ben, parce que Ben se trouve être le nouvel élève de ce lycée, en fait. Sauf que c'est écrit de manière hyper chelou. En fait, c'est construit de la manière que j'aime pas. C'est construit avec plein de non-dits, plein de faux-semblants, plein de peut-être, je te le dirai plus tard. Ouais, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te le dire, j'ai pas envie de t'expliquer. Juste tu suis les personnages et puis après je te donnerai les infos. C'est vraiment construit comme ça par l'autrice et c'est un truc que j'aime pas. Et en plus de ça, il y a deux choses qui m'ont pas plu en fait. La première chose, c'est tout le contexte adolescent au lycée avec toutes ces questions que tous les ados se sont posées, gna gna gna, etc. En fait, on est dans un lycée avec donc Camélia et sa meilleure amie. Et en gros, le seul questionnement de sa meilleure amie, la seule chose qui intéresse sa meilleure amie, c'est les garçons. Il faut draguer les garçons, et qui est le plus beau, et qui m'intéresse, et avec qui je vais sortir, et avec qui je vais aller dîner, et il n'y a que ça qui l'intéresse, et qui tu trouves le plus beau, et qui est le plus sexy, et qui a les meilleurs abdos, etc. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Vraiment, vraiment, et c'est extrêmement lourd dans le bouquin. Et en fait, le problème, je crois que je sais plus trop à quel point je l'ai expliqué en vlog, mais j'en ai parlé un peu en vlog. En fait, le problème, c'est que là, aujourd'hui, moi j'ai 30 ans, donc toutes ces questions-là, ça me gonfle. C'est un truc qui m'intéresse pas, ça me saoule, vraiment. Et quand j'étais ado, ça me saoulait aussi. À tel point que j'ai fini par me demander si j'étais normale, parce que tous ces trucs-là, moi ça m'intéressait pas en fait. Savoir qui trouve qui beau, je m'en branle vraiment, et je voyais pas l'intérêt de dire à mes potes, à ma meilleure amie, à qui vous voulez, qui je trouvais beau ou pas. Vraiment pour moi ça n'avait aucun intérêt. Vraiment je sais pas comment expliquer, mais ces conversations-là, je trouvais ça creux et vide et nul à 15 ans déjà, donc à 30 piges, bah ça me gonfle aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça ne m'a jamais intéressée. C'est des conversations que je n'ai jamais eues, parce que je ne vois pas l'intérêt en fait de blablater pour blablater. Qui tu trouves beau? Mais je m'en branle qui je trouve beau, mais je vois pas pourquoi ça t'intéresserait.
Vraiment, j'ai jamais compris ces conversations-là. Et la meilleure amie de Camélia est en boucle là-dessus. Alors évidemment, quand elle voit Ben, etc., enfin bref, c'est une catastrophe. Le truc qui aurait pu un peu sauver l'histoire et me permettre quand même de lire le livre, c'est que Camélia est un petit peu comme moi et qu'elle voit pas trop l'intérêt de ces questions-là. Voilà. Spoiler alert entre parenthèses, j'ai fini par me rendre compte que j'étais pas anormale, j'étais juste un peu différente de la plupart des gens. C'est pas grave, tu vois. Bref, donc, Camélia se fout de tout ça et elle rembarre un peu sa meilleure amie très souvent, exactement comme je le faisais. Donc, ça aurait pu aller, mais vraiment sa meilleure amie insiste beaucoup, et c'était un peu lourd, tu vois. Et l'autre problème, donc avec ça, j'aurais pu dealer avec ça. Franchement, j'aurais pu lire le truc avec ça. Mais le problème, c'est que Ben est chelou et est très flippant. Très flippant. Vraiment. En fait, on a des espèces de mini-chapitres qui font un paragraphe, 2 paragraphes grand maximum, vraiment qui sont très courts, dans la tête de Ben, dans lesquels il t'explique que Camélia est la femme de sa vie. Elle est superbe, elle est magnifique, elle est parfaite, il le sait, c'est la femme de sa vie, elle est à lui. Et ce côté possessif est extrêmement dérangeant. Vraiment, quand on est dans sa tête à lui, t'as l'impression que Camélia est un objet. Genre, vraiment, qu'elle lui appartient et qu'elle n'a pas le choix, en fait. Et bah, pour moi, c'est extrêmement problématique. Enfin, c'est pas possible, enfin, c'est bizarre, tu vois. Et aussi, donc tout ce que je vous raconte là, ça se passe en 45 pages, hein, voilà. En fait, Camélia va recevoir une photo d'elle, prise au lycée. C'est très bizarre, vraiment, elle reçoit ça dans sa boîte aux lettres, il n'y a pas de tampon de la poste, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui l'a déposé dans sa boîte. Et c'est une photo d'elle, alors je sais plus trop exactement, mais il me semble qu'il y a genre un cœur rouge de dessiné sur elle, tu vois. C'est extrêmement flippant. Elle reçoit ça chez elle, donc c'est quelqu'un qui est venu le déposer dans la boîte, c'est quelqu'un qui a pris cette photo d'elle, qui a fait ce cœur et qui l'a déposé dans sa boîte juste devant chez elle. Et elle reçoit ça sans mots, sans contexte, sans comprendre. Alors nous, évidemment, on se doute que c'est Ben qui l'a envoyé, mais c'est flippant, c'est extrêmement chelou. Et en fait, le truc, c'est que je vois pas comment tu peux construire une relation saine sur ces bases-là. Enfin, c'est-à-dire, le gars est fou, en fait. Enfin, vraiment, le gars est fou. Et quand on parle de romances toxiques, de relations bizarres, etc., il y a toujours des gens pour dire « Oui, non, mais c'est pas ça l'amour, il faut pas apprendre aux jeunes femmes que c'est ça l'amour ». Je doute honnêtement qu'avec ce début de roman, les jeunes filles se disent « Oh là là, mon Dieu, si je reçois une photo de moi avec un cœur, c'est ça l'amour ». Non, vu comment se présenter ici, franchement, je vois pas comment tu peux en arriver là. Et franchement, quand t'es dans la tête de Ben, tu te rends bien compte que le gars, il est pas... En fait, il tombe pas amoureux de la même manière que la plupart des gens. Enfin, c'est vraiment, c'est très bizarre, c'est très chelou et c'est extrêmement malsain d'être dans sa tête. Moi, j'étais mal à l'aise d'être dans sa tête. Ça, plus les chapitres dans la tête de Camélia avec l'autre là qui passe son temps à dire oh là là, les garçons sont trop beaux, oh là là, les garçons sont des abdos. Ça m'a gonflé, vraiment ça m'a gonflé, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc, en fait, si Camélia et Ben avaient été une relation un peu plus saine, un peu moins chelou, j'aurais pu continuer le bouquin. Sa meilleure amie, elle, qui me casse les bonbons, ça aurait pas été trop un problème. Mais les deux ensemble, ça fait que en fait, j'arrive pas à lire, quoi. J'ai envie de rentrer dans le bouquin, de faire un câlin à Camélia et de dire viens, on s'en va. On laisse les gens ici, là, ils sont pas bien pour nous, et on s'en va, tu vois. Mais c'est pas ce qu'elle va faire et je le sais. Dans la suite du bouquin, c'est pas ce qui va se passer. Donc en fait, j'ai juste préféré pas le lire parce que ça me convient pas, en fait. Voilà. Et enfin, le deuxième livre que j'ai lu au mois de mars, donc le dernier livre de cette update, c'est Le Protocole de la crème anglaise, le tome 2, Imprudence, de Gaël Carriger. Je l'ai dit en vlog, c'est le Gaël Carriger que j'ai le moins aimé. Mais sachant que j'ai absolument surkiffé tous les Gaël Carriger, sauf celui-là, je l'ai quand même bien aimé, je l'ai quand même terminé, je lirai quand même la suite. J'aime toujours Gaël Carriger, cet univers, ses personnages, etc. Mais vraiment, c'est le premier pour lequel je me dis « Ah, c'est pas aussi bien que d'habitude ». En gros, ici, on retrouve donc Roux, qui... donc, on est dans les univers de Gaël Carriger, pour rappel. Roux est la génération qui suit celle d'Alexia Tarabotti, qu'on suit dans Le Protectorat de l'Ombrelle, la première saga publiée de l'autrice. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le Protectorat de l'Ombrelle pour lire cette saga-là ici, mais si vous voulez lire Le Protectorat de l'Ombrelle, lisez-le avant Le Protocole de la crème anglaise, sinon ça va vous spoiler pas mal de choses ici. Parenthèse fermée.
Donc voilà, on suit Roux, on est à Londres dans les années fin 1880, 1890, je dirais par là. On n'est pas en 1900, c'est sûr. Bref, et donc en fait dans le tome 1, Roux a fait un voyage en dirigeable en Inde, il me semble, oui. Et donc au début de ce tome 2, elle revient à Londres et elle va subir un petit peu les conséquences de tout ce qui s'est passé pendant son voyage en Inde, etc. Elle est aussi devenue majeure entre-temps, ce qui a beaucoup d'impact sur sa vie, ce qu'elle peut faire et les protections qu'elle avait jusque-là. Et en fait ce tome-là, c'est un peu le tome du passage à l'âge adulte pour Roux, et on n'avait pas ça dans les autres sagas de l'autrice. Et du coup ça m'a un peu perturbée. En fait dans le protectorat de l'ombrelle, oui, on rencontre Alexia, elle est déjà adulte. Donc il n'y a pas de souci, vous voyez. Et dans l'autre saga qui est le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, on a des ados et elle reste ado jusqu'à la fin de la saga. On n'a pas ce passage à l'âge adulte alors que là on l'a, et ça a pas mal de conséquences pour Roux. Et du coup toute la première partie du roman se passe à Londres avec toutes ses conséquences. Il y a, donc on est dans un univers de Gail Carriger, je ne vais pas préciser. On a des paranaturels qui sont des gens qui n'ont pas d'âme du tout, et qui n'ont pas qui donc ne peuvent pas devenir vampires ou loups-garous, etc., mais qui ont des pouvoirs liés aux vampires et aux loups-garous, etc. Et on a donc du coup des vampires, des loups-garous. Et le gouvernement anglais de l'époque, avec toutes les colonies, etc., c'est assez bien traité, je trouve. Bref, donc elle retourne à Londres, elle constate que pendant qu'elle était en Inde et que sur son dirigeable, etc., il s'est passé des choses, ça a évolué. Il y a deux, trois événements qu'elle n'avait pas anticipés et qui vont un petit peu chambouler sa vision du monde, en plus du fait qu'elle est devenue adulte, enfin majeure pour le monde dans lequel elle vit entre-temps. Et très rapidement, elle est obligée de remettre en place un nouveau voyage. Cette fois-ci, ils vont partir en Égypte. Mais ce tome-là, en fait, c'est clairement un tome de transition, et j'ai eu ça avec aucun autre tome de l'autrice. Il n'y a aucun autre tome où c'est vraiment un tome de transition, mais là c'est vraiment le cas. Dans la première partie, c'est un peu le bilan de ce qui s'est passé dans le tome 1, des conséquences de ce qui va y avoir dans la suite par rapport aux événements du tome 1, et dans la deuxième partie, c'est clairement la mise en place de ce qui va se passer ensuite. Du coup, il n'y a pas vraiment d'avancée dans ce tome-là. La seule avancée qu'on a, c'est au niveau de la vie perso de Roux. On se concentre vraiment sur sa vie perso avec Quesnel, etc., etc. Quesnel étant un personnage lié aussi au protectorat de l'ombrelle, et c'est un personnage que en fait dès que je l'ai rencontré, je l'ai aimé parce que j'aime les personnages auxquels il est lié dans le protectorat de l'ombrelle. Donc c'est assez, il a rien fait, mais je l'aime, c'est comme ça. Bref, et donc voilà, on suit ces jeunes gens sur ce dirigeable. Alors, l'univers est toujours extrêmement cool, enfin je veux dire, on est sur un dirigeable, on voyage dans ce dirigeable, on va au Caire et puis à Luxor, et vraiment j'ai adoré ce voyage et cet univers. Il fait extrêmement chaud dans le bouquin, vraiment, mais en fait le personnage principal se perd un petit peu au milieu de tout ce qui se passe et de tout ce qui lui arrive, et du coup, moi aussi j'étais un peu perdue. Voyez, c'est pas un livre nul, pas du tout, c'est juste que Gail Carriger sait faire mieux. En tout cas pour moi, Gail Carriger a déjà fait mieux, en tout cas pour moi. Et là, c'était un peu brouillon pour du Gail Carriger, quoi. Vraiment, elle sait tellement faire mieux, elle sait tellement écrire mieux et proposer mieux, que là, c'est pas nul, c'est juste moins bien, quoi. Et du coup, je suis un peu déçue. Maintenant, je vais quand même lire la suite. J'avoue que je vais quand même laisser un petit peu de temps avant de lire le tome 3. Mais je vais lire la suite. Évidemment que je vais lire la suite. C'est juste que je suis un petit peu déçue par ce livre-là. Et aussi, il y a un personnage, toujours du protectorat de l'ombrelle, qu'on retrouve ici, que honnêtement, j'avais oublié du protectorat de l'ombrelle. C'est un personnage secondaire, voire tertiaire dans la première saga de l'autrice, du coup. Et le revoir là, en fait, mon cerveau a mis un moment. Quand j'ai lu son nom, mon cerveau était en mode, je connais ce nom, je sais qui c'est. C'est un peu comme quand tu recroises quelqu'un, mais pas dans le même contexte. Tu sais, ton cerveau, il te dit, on connaît cette personne, et il n'arrive pas à savoir d'où, à savoir quand, parce que c'est pas le même contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était pareil. J'ai vu ce gars, et j'étais en mode, je le connais, je sais qui c'est, mais impossible de me rappeler. Et après, évidemment, avec les événements de l'histoire, avec Roux, etc., rapidement j'ai retrouvé qui il était dans le protectorat de l'ombrelle, et c'est trop cool de le revoir là. Vraiment,
génial. J'aurais aimé avoir mis moins de temps entre ma lecture du protectorat de l'ombrelle et ma lecture du protocole de la crème anglaise pour avoir encore plus de souvenirs de ce personnage-là. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il me manque des éléments. Alors, c'est pas très grave en soi, mais moi j'ai lu le protectorat de l'ombrelle, donc j'aurais aimé avoir plus de souvenirs de lui et plus d'éléments de ce qui se passe dans les 5 tomes du protectorat de l'ombrelle. Donc voilà. En fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus cool dans ce tome-là, c'est de retrouver ces personnages-là de la première saga, ce que les gens n'auront pas s'ils n'ont pas lu la première saga. Vous voyez, mais ouais, je suis un peu déçue par ce tome-là. J'ai mis du temps à le lire, hein, puisque de base il était dans ma palle du Call Winter. Je l'ai commencé fin janvier, puis je l'ai mis en pause tout le mois de février, et je l'ai repris là, début mars. Alors cette longue pause m'a pas perturbée plus que ça, parce que je connais quand même bien l'univers, les personnages, etc. Mais c'est la première fois que je mets aussi longtemps à lire un Gale Carriger. Donc voilà. Je vais quand même lire la suite. J'espère que la suite me plaira plus et sera mieux selon moi. Mais pour celui-là, c'est un petit échec et ça me brise un petit peu le cœur de le dire parce que ça reste un Gale Carriger. J'ai dit tout ce que je voulais dire sur ces 4 livres. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.